L'invité du jour est Isso Bazier. Il est le directeur de l'immatriculation de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de RAMU, de l'immatriculation à la couverture santé universelle. Bonjour et bienvenue, M. Bazier. Bonjour, M. Kaouré. Merci d'accepter cette invitation. Pour commencer, quelle est la philosophie générale derrière la couverture santé universelle dans notre pays et où est-ce qu'on en est avec la mise en place? Alors, avant d'aborder la question assez pertinente que vous avez posée, permettez-moi de remercier la chaîne de télévision Truth TV de nous avoir fait l'honneur de nous associer à cette émission assez crucial consacré à un thème assez important qui est la couverture maladie universelle. Permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, pour sa vision et les efforts consentis en matière de bien-être des populations. Également, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale pour son leadership à la tête du ministère en charge de la protection sociale, qui a d'ailleurs permis d'amorcer la phase fatidique d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Alors, revenant à la préoccupation qui a été posée, il faut savoir que l'assurance maladie universelle s'inscrit dans le cadre global de la sécurité sociale. Alors, parlant de la sécurité sociale, vous savez bien qu'il y a plusieurs branches de sécurité sociale et certaines branches sont déjà prises en compte par la Caisse nationale d'assurance maladie, par la Caisse nationale de sécurité sociale et par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Il existe deux branches qui n'ont pas encore été mises en œuvre. C'est notamment la prise en charge des soins en matière de santé et également le risque chômage. Et l'assurance maladie vient prendre en compte la branche qui est les soins de santé. Alors, comment est-ce que le gouvernement a pu prendre en compte cette thématique? Cela est parti du fait que le système de sécurité sociale qui existe ne prend en compte que moins de 10% de la population. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde, le Burkina Faso compte plus de 23 millions d'habitants, et si c'est uniquement moins de 10% qui bénéficient d'une couverture de sécurité sociale, sans même que cette couverture ne prenne en compte le risque maladie non professionnel. Également, on s'est rendu compte qu'il y a un développement des mutuelles sociales, mais la couverture de ces mutuelles sociales ne dépasse pas 0,22%. Aussi, l'INSD, à travers ses études, a aussi relevé que les populations déboursent plus de ressources pour pouvoir souffrir des soins de santé. Et cela est relevé à travers le taux de paiement direct qui s'élève à 34%. Contre une norme de l'Organisation mondiale de la santé fixée à 20%. Cela voudrait dire que les populations s'appauvrissent plus en voulant souffrir des soins de santé. Donc, au regard de ce constat, en 2008, le Burkina Faso s'est engagé dans les réflexions et ces réflexions ont abouti à l'adoption de la loi sur le régime d'assurance maladie universelle en 2015. Et cette loi, après son adoption, a connu également une évolution à travers l'adoption des décrets, des tests d'application. Notamment, en 2018, il y a eu le décret sur la création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. En 2023, il y a eu l'adoption de 5 décrets qui ont permis d'amorcer déjà le démarrage des immatriculations. Et en 2024, on a adopté le décret sur le taux de cotisation. Tout récemment, 3 décrets viennent d'être adoptés en Conseil des ministres. Nous attendons déjà la signature pour pouvoir les vulgariser. Alors, en termes d'opérationnalisation, en 2024, notamment c'est en 2024, son Excellence le Premier ministre a pris une circulaire
pour invitant l'ensemble des populations à se matriculer au régime d'assurance maladie universelle. Justement, par rapport à l'immatriculation, qu'est-ce que c'est quand on parle à ce niveau-là d'immatriculation, immatriculer les populations, qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, l'immatriculation, c'est le processus administratif qui permet d'enregistrer un assuré et lui accorder un numéro d'immatriculation. Et ce numéro d'immatriculation est un numéro unique qu'on accorde à chaque assuré et qui lui permet également d'obtenir la carte d'assuré. Et à travers cette carte d'assuré, l'intéressé pourra maintenant bénéficier des prestations de soins de santé. Et maintenant, pour pouvoir s'immatriculer, il faut se référer aux typologies, voilà, des assurés. Alors nous avons plusieurs types d'assurés. Nous avons les assurés travailleurs, salariés du public et du privé. Et pour se faire immatriculer, il faut que leur employeur se fasse d'abord affilier. Et l'affiliation, c'est la déclaration administrative de l'employeur à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle qui lui donne droit à un numéro d'affiliation. Et à travers ce numéro d'affiliation, l'employeur fait la demande d'immatriculation de son personnel. Et chaque travailleur doit venir avec une photocopie de sa CNV et une photocopie de son acte de naissance. Et également doit venir avec les documents des membres de sa famille à charge. Et parlant des membres de la famille à charge des travailleurs, ce sont les enfants. Voilà, les enfants, ce sont les enfants de l'assuré, les enfants du conjoint de l'assuré et les enfants adoptés ou les enfants mis sous tutelle. Et plus maintenant le salarié et le conjoint du salarié qui n'a pas de revenus. Voilà. Et parlant du conjoint du salarié, il faut que le conjoint aussi présente le certificat de mariage, la photocopie de son acte de naissance et la photocopie de sa carte nationale d'identité. On a également d'autres types d'assurés, ce sont les travailleurs de l'économie informelle et du monde rural qui également doivent se faire immatriculer individuellement avec les membres de leur famille à charge en présentant les photocopies de leur CNV et les photocopies de leur acte de naissance. Nous avons également les personnes bénéficiaires des pensions et des rentes qui doivent également se faire immatriculer en présentant également les mêmes documents. Nous avons les travailleurs indépendants du secteur formel qui également doit se faire immatriculer en présentant la preuve qu'ils exercent une activité à titre libéral et en présentant également le numéro IFU qui prouve qu'ils sont reconnus auprès des services fiscaux. Également, ils doivent présenter une photocopie de leur CNV et une photocopie de leur extrait d'acte de naissance. Maintenant, les derniers assurés, ce sont les personnes indigentes. Et parlant des personnes indigentes, ce sont les personnes qui sont sans revenus, qui n'ont aucune possibilité d'avoir de l'aide. Et ces personnes sont à la charge de l'État. Et pour pouvoir immatriculer ces personnes, il faut que le ministère en charge de l'action humanitaire les identifie et nous envoie la liste. Et nous allons les immatriculer à travers la carte d'indigence que les intéressés vont présenter, leur acte de naissance et leur CNV. Alors le système d'assurance maladie universelle, ça tient beaucoup au gouvernement. Quand on regarde le processus d'immatriculation a commencé, vous l'avez relevé tantôt, depuis 2024. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de bilan général au niveau du territoire national? Alors, depuis 2024, avec le lancement, les opérations étaient limitées au niveau des chefs-lieux de région. Et c'était déjà au niveau des 12 régions. Et après cela, nous l'avons étendu pour prendre en compte les populations de la région du Sahel. Et après cela, nous avons étendu les opérations d'immatriculation à l'ensemble des provinces. À l'heure où je vous parle, il y a des équipes qui sont éparpillées sur presque l'ensemble du territoire, notamment dans les chefs-lieux de région et dans 20 provinces. Donc, nous avons mis à contribution les directions régionales du travail, puisque la caisse n'étant pas encore déconcentrée au plan sur le territoire national, mais nous avons mis en contribution les directions régionales du travail et de la protection sociale pour assurer le rôle de point focal au niveau des régions. Et également, pour les provinces, les 20 provinces que nous avons identifiées, nous avons mis à contribution également les hauts commissariats pour assurer le rôle de point focal en fait d'encadrer et de coordonner les actions des agents d'immatriculation qui sont sur le terrain. Et actuellement, je peux vous dire que nous avons déjà immatriculé plus de
314 000 personnes. Ce sont des personnes immatriculées, validées dans notre système. Et également, nous avons, pour les agents publics, nous avons déjà, à travers le système de partage d'informations, transféré toutes les informations disponibles pour des agents publics du SIGASPE vers le système d'information du régime d'assurance maladie universelle. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées dans ce processus d'immatriculation? C'est vrai, c'est un chiffre fort appréciable, plus de 300 000 personnes déjà immatriculées, mais peut-être qu'on aurait pu aller vite. Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Alors, les difficultés ne sont pas assez énormes parce que déjà, ce sont des difficultés que n'importe quel service peut connaître dans sa phase d'opérationnalisation, mais très rapidement avec l'action de monsieur le ministre et combiné avec monsieur le directeur général, nous avons très rapidement pu contenir ces quelques difficultés. C'est notamment comment très rapidement amener la population à comprendre le système du régime d'assurance maladie universelle. Mais avec les actions de sensibilisation, nous avons très rapidement pu couvrir cela. Ensuite, si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait de grandes affluences au niveau de nos sites et il fallait trouver des systèmes pour pouvoir contenir ces affluences. Et ces systèmes nous ont amené très rapidement à récolter les dossiers des agents et venir immatriculer afin de leur retourner très rapidement les attestations. Donc pour nous, ce ne sont pas des difficultés, c'est d'ailleurs des actions très appréciables. S'il y a des affluences, cela nous permet de continuer à renforcer notre système afin de couvrir et répondre efficacement aux besoins des populations. Et les affluences également ont démontré qu'effectivement, il y a un besoin en matière de couverture maladie des populations des villes et des campagnes. Alors, je reviens sur un autre aspect qui avait été précisé. Il s'agit de l'immatriculation de ces personnes se trouvant dans le secteur informel. Oui. Quelles sont les difficultés à ce niveau, puisque vous avez relevé qu'il faut fournir une pièce justificative de ce que l'on travaille dans l'informel. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés à ce niveau, dans ce secteur précis? Alors, en ce qui concerne le secteur de l'économie informelle, l'action phare qu'il faut entreprendre ici, c'est le renforcement de la communication, de l'information et de l'appropriation au régime d'assurance maladie universelle afin que ces populations puissent mieux comprendre le régime, l'adopter et venir se faire immatriculer. Alors, et pour cela, ce que nous avons déjà pu adopter, c'est de nous attacher les services de les structures fêtières. Nous avons le Conseil national de l'économie informelle, nous avons des associations, on s'attache déjà les services de ces structures-là qui font un grand travail dans la mobilisation. Et après cela, nous les rejoignons dans les sièges pour pouvoir procéder à leur immatriculation. Donc, pour nous, pour le moment, le défi pour ces populations, c'est de leur donner l'information. Sinon, pour l'immatriculation, ça ne pose pas pour le moment un grand problème parce que ces acteurs-là continuent de se faire immatriculer. Nous avons déjà dans nos systèmes plus d'1 millier de personnes de l'économie informelle qui sont déjà immatriculées dans nos systèmes. En termes de début de prélèvement pour les cotisations des travailleurs qui s'étaient déjà fait immatriculer, à la dernière conférence de presse, vous avez annoncé la date de fin novembre 2025, si je ne m'abuse, et il avait été fait cas des régions du Kadiogo et du Guirico. Pourquoi précisément ces deux régions comme phase pilote pour commencer? Alors, vous savez bien que la loi sur le régime d'assurance maladie a clairement annoncé que le régime a un caractère obligatoire. Et la même loi dit que le déploiement se fera de façon progressive. Et la progressivité dans le déploiement du régime permet déjà de tester nos outils, de les ajuster et de couvrir les populations. Donc c'est en cela que monsieur le ministre de la fonction publique a bien voulu, à travers la conférence de presse, annoncer que pour la première phase de collecte des cotisations, ce sont bien les populations des deux régions, notamment les régions du Kadiogo et les régions du Guirico, qui se sont déjà faites immatriculées, qui seront prises en compte dans la première phase de prélèvement. Effectivement, ces personnes ont déjà connu les prélèvements au niveau de leur salaire et vont bénéficier déjà des prestations à partir du 1er février 2026. Donc c'est une phase de progression et cette progression va permettre de couvrir de façon progressive l'ensemble des agents publics sur le territoire national.
Et déjà, cette progression, c'est uniquement au niveau des cotisations. Mais au moment du bénéfice des prestations, même si un agent qui se trouvait au moment du prélèvement dans l'une des deux régions et après s'est fait affecter dans une autre région qui ne fait pas partie des deux régions, cette personne pourra continuer à bénéficier des prestations parce que les conventions qui sont signées concernent l'ensemble des centres de santé qui sont situés sur le plan national. Il serait intéressant de comprendre, M. Bazier, quel est le taux de cotisation actuel qui a été retenu? Alors, le coût de cotisation dépend du type d'assuré. D'accord. En ce qui concerne les travailleurs du public et du privé, la cotisation est de 5% du salaire brut divisé en deux. 2,5% à la charge du travailleur, 2,5% à la charge de l'employeur. Alors, en ce qui concerne les personnes bénéficiaires des pensions et de rentes, la cotisation est de 2% du montant de la pension ou de la rente. En ce qui concerne les travailleurs indépendants du secteur formel, la cotisation est de 15 000 francs par mois. Et en ce qui concerne les travailleurs de l'économie informelle ou du monde rural, la cotisation est de 4 000 francs par mois. Et en ce qui concerne les personnes indigentes qui sont à la charge de l'État, la cotisation est de 4 000 francs à la charge de l'État. Et dire que la cotisation, c'est l'assuré cotisant qui paye, c'est-à-dire que le principal, qui est le chef de ménage, qui paye. Maintenant, ces enfants qui sont les enfants à charge bénéficient de la prestation et des prestations et en étant sous la bannière de leurs parents. Et l'épouse ou le conjoint qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus, également bénéficie des prestations sous le couvert de cette personne. Et le nombre de conjoints n'est pas limité, le nombre d'enfants également n'est pas limité, pourvu que les intéressés respectent les conditions. Les conjoints, je vous l'avais dit, c'est avoir un certificat de mariage. Alors, mais pour les enfants, c'est de 0 à 21 ans. Est-ce qu'à ce niveau, on tient compte du caractère de notre société avec des familles polygames aussi? Est-ce que c'est pris en compte? Voilà, c'est ce que je dis. Le nombre d'épouses n'est pas limité. Pourvu que, même si vous avez 5 à 10 femmes, pourvu que vous ayez un certificat de mariage. Alors, avec le cours des personnes de la famille, ça a été plus facilité. À travers le mariage religieux, il suffit de se présenter pour faire la transcription au niveau de l'état civil. Mais pour les enfants, l'âge va de 0 à 21 ans. Mais maintenant, après 21 ans, les enfants à charge, c'est de 21 ans à 26 ans si les intéressés poursuivent des études supérieures. Mais l'enfant peut rester une personne à charge à vie s'il est frappé d'une invalidité. C'est-à-dire que l'intéressé est frappé d'une maladie qui lui empêche d'avoir un travail, de travailler pour se procurer du revenu. Là, il reste une personne à charge à vie. Là, on parlait beaucoup plus spécifiquement des cotisations, mais comment s'organise le prélèvement automatique à la source pour ce qui concerne les travailleurs du public? Alors, pour ce qui concerne les travailleurs du public, je dirais que c'est l'option le plus simple pour le régime d'assurance maladie parce que l'employeur étant connu, et la source de prélèvement également est connue. Donc déjà, il y a une coordination entre le ministère en charge de la protection sociale et le ministère en charge de l'économie et des finances par rapport au prélèvement. Donc, le prélèvement se fait directement à la solde. Les intéressés, ceux qui ont connu déjà les prélèvements, ont été informés un mois à l'avance qu'il y aura des prélèvements pour le mois de novembre. Et effectivement, le prélèvement a été fait à la source et les reversements seront faits par le Trésor au niveau de l'assurance de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle via le compte Trésor. Maintenant, pour les acteurs de l'économie informelle, on ne dira pas le prélèvement, on leur donne la possibilité de payer. Voilà, de venir payer soit la totalité, voilà, dans l'année, ou bien ils ont la possibilité aussi de payer par tranche. Voilà, c'est la même chose pour les travailleurs indépendants du secteur formel. Mais en ce qui concerne les personnes bénéficiaires des pensions et des rentes, leur prélèvement se fera par les organismes de gestion de leurs pensions ou de la rente, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Ce sont ces deux organismes qui vont faire les prélèvements et les reverser au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Alors, pour les travailleurs qui se sont fait immatriculer, déjà, ce serait une réalité en février 2026, vous l'avez annoncé. Concrètement, comment les choses se passeront pour un assuré qui est malade? Que doit-il faire
comment choisir les centres de santé conventionnels vers lesquels ils devraient s'y rendre? Alors, ce que la Caisse nationale d'assurance maladie est en train d'entreprendre actuellement, c'est la signature des conventions avec les centres de santé. Et les centres de santé, la Caisse étant une structure publique, les centres de santé publics sont d'office dans le système de santé. Ensuite, il y aura des conventions qui seront signées avec les centres de santé privés, avec également les pharmacies et avec les laboratoires. Donc, pour un assuré qui est immatriculé à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, qui a sa carte d'assuré, ou à défaut de la carte d'assuré, qui a son attestation provisoire, si l'intéressé est malade, à partir du 1er février, qu'il se rende directement dans un centre de santé pour fin de consultation. Voilà. Et au niveau de ces centres de santé, tout ce que nous lui demandons, c'est de payer ce que nous appelons le ticket modérateur. Le ticket modérateur, c'est la part contributive, voilà, de l'assuré au niveau du centre de santé. Voilà. Et ce ticket modérateur s'élève à 30% du montant de l'ordonnance qui lui sera remise. Donc ça peut concerner les frais de consultation, les frais d'hospitalisation, les frais de produits de santé. Voilà, c'est-à-dire que les produits qui sont payés au niveau des pharmacies, ça peut concerner les frais d'examen au niveau des différents laboratoires. L'assuré ne fait que payer uniquement les 30% du montant. Et dit 30% du montant, c'est quoi? Si le montant de l'ordonnance est de 10 000 francs, on lui demande juste de payer au niveau du centre de santé ou de la pharmacie ou du laboratoire 3 000 francs. Les 7 000 francs seront payés au centre de santé ou au laboratoire par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle sur la base de la facture que ce centre de santé, cette pharmacie ou ce laboratoire va introduire au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et déjà, tout est déjà arrêté à ce niveau. Et lorsque nous recevons la facture, nous avons tout au plus tard 30 jours pour pouvoir régler les 70% au centre de santé. Cela permet également d'assurer la viabilité de ces structures de santé. Quel sera le sort qui sera réservé aux fonctionnaires qui ne se sont pas fait immatriculer? Est-ce qu'on parlera de coupure ou de soumission à une pénalité? Pour le moment, étant donné que nous sommes dans la phase de progressivité, d'ici peut-être la fin du mois ou 2026, il y aura peut-être, si l'autorité le permet, il va peut-être communiquer sur les autres régions qui seront concernées où il y a les agents publics. Alors, et dans cette progression, de façon progressive, on va couvrir l'ensemble des régions. Et ensuite, il y aura un temps où les fonctionnaires les fonctionnaires qui ne se seraient pas fait immatriculer pourront peut-être, voilà, se verront peut-être obligés, voilà, de se faire immatriculer parce qu'il y aura des prélèvements immédiats parce que le régime est un régime obligatoire, puisque il y a des mesures contraignantes qui sont en train d'être prises pour amener l'ensemble de la population. Parce que quand on dit qu'un régime est obligatoire, il faut à un moment donné adopter des mesures contraignantes pour amener chacun à s'aligner dans ce système de solidarité. Parce que l'un des principes du régime d'assurance maladie universelle, c'est la solidarité nationale, c'est la mutualisation des risques. Et l'État étant responsable de la viabilité du régime, l'État doit prendre toutes les mesures pour amener l'ensemble de la population à s'immatriculer et également pour amener l'ensemble de ceux qui sont immatriculés à cotiser et assurer également la viabilité du régime. Il n'y aura donc pas de choix à faire, d'options possibles pour un travailleur du public entre une assurance maladie relevant du privé, une compagnie d'assurance peut-être, et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. C'est bien cela si j'ai compris. Non, parlant d'options, en réalité, le régime d'assurance maladie est un régime public. Bien sûr. Alors, il est public et il est obligatoire. Étant obligatoire, ce régime n'a pas fermé les portes aux assurances complémentaires. Ça voudrait dire que nous avons un panier de soins qui est couvert par le régime d'assurance maladie universelle.
Alors, pour un assuré qui souhaite élargir la barre de son panier de soins, la possibilité lui est donnée de souscrire à une assurance complémentaire. Et cette assurance complémentaire pourra prendre par exemple en compte le ticket modérateur dont nous avons parlé. Je disais que si l'ordonnance est de 10 000 francs, les 3 000 francs sont à la charge de l'assuré. Donc, son assurance complémentaire peut par exemple prendre en charge les 3 000 francs. Cela garantira à l'intéressé une couverture à 100%. Voilà. Également, dans le panier de soins du régime d'assurance maladie universelle, il y a des éléments, des actes qui ne sont pas pris en compte. C'est par exemple la lunetterie, c'est par exemple la chirurgie esthétique, il y a par exemple les évacuations extérieures. Pour un assuré qui souhaite, par exemple, étant malade, se faire évacuer à l'extérieur, cet assuré peut demander à son assurance complémentaire de prendre en charge les coûts de l'évacuation à l'extérieur. Voilà. Ou bien les coûts pour le moment de la lunetterie. Voilà. Donc la loi n'a pas fermé la souscription aux assurances volontaires. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ces travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, qui jusqu'à présent ne se sont pas fait immatriculer, et quel message aussi à l'endroit de ceux qui se sont fait immatriculer et qui attendaient, qui se posaient beaucoup de questions? Merci bien. Le message que nous adressons aux travailleurs déjà immatriculés et qui ont connu des retenues de cotisation, c'est juste leur assurer que l'assurance maladie universelle n'est pas une charge, mais c'est plutôt un investissement dans la famille, c'est un investissement social. Et cela également leur permettra de ne pas sombrer dans la pauvreté. Cela leur permettra également de pouvoir avoir d'autres investissements pour le bonheur de leur famille. Et à l'endroit de ceux qui jusque-là hésitent, nous les rassurons que l'État travaille à garantir le bien-être de l'ensemble de la population. Et l'État ne prend aucune mesure qui est contre sa propre population, dont il est garant. Déjà au niveau de la Constitution, on dit que l'État est garant du droit de la santé. Bien et l'État doit prendre des mesures pour que chaque travailleur puisse bénéficier des soins de santé de qualité. Et donc l'État étant en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir renforcer le niveau de plateau technique de nos centres de santé publique, de pouvoir doter toutes nos régions, nos provinces de centres de santé, nous leur rassurons que l'assurance maladie vient aux côtés de l'État pour pouvoir permettre à l'ensemble des populations de bénéficier des soins de santé de qualité et selon leurs besoins et à moindre coût. Et également, nous les invitons à s'insérer dans le cadre général de la solidarité nationale tant annoncé par notre Excellence Président Capitaine Ibrahim Traoré. Merci à vous, M. Isso Bazier. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'immatriculation de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Merci d'avoir consacré de votre temps pour partager ce temps d'antenne avec les médias leaders Tweety et Watt FM. C'est nous qui vous remercions. Merci donc à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. C'est tout. Ainsi se referme ce numéro de votre émission Le Déj Matinal Info. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.